Bonjour, bonjour. Ravie de vous accueillir au nom de toutes les équipes d'Arte. Oui, applaudissez un peu. Comme vous êtes sympa. Merci, toutes les équipes d'Arte sont vraiment heureuses de vous accueillir ici à la Gaîté Lyrique, un lieu, vous le savez, qui nous est cher, qui dit beaucoup, qui raconte beaucoup qui nous sommes. Alors avouez-le, dites-le, c'est un peu votre moment préféré de l'année, en dépit d'une météo qui ce matin fait qu'on a un petit peu un ressenti mois de novembre. En principe, c'est le moment de l'année où vous êtes beau, encore reposé, encore bronzé, et puis tellement heureux de venir vous asseoir dans cette salle archi confortable de la Gaîté Lyrique pour découvrir ce matin les somptueux programmes d'Arte. Plus que jamais, on fait des grands écarts qui nous ressemblent. On passe d'une terrifiante enquête sur les oligarques russes à la poésie absolue de Miyazaki. On passe de Rachmaninoff à DJ Mehdi, mais c'est encore le président d'Arte qui en parle le mieux, Bruno Patino, qui me rejoint tout de suite sur la scène de la Gaîté Lyrique. Bonjour à tous, merci Émilie. Non, c'est pas moi du tout qui en parle le mieux, c'est les images, je pense, et puis ceux qui les font, et donc les équipes d'Arte, les auteurs, réalisateurs, producteurs avec lesquels on a la joie et l'honneur de travailler, qui vous en diront deux mots. Cette rentrée est, je crois, belle, je la pense intense très souvent, exigeante parfois, généreuse toujours, je crois. Alors on aurait dû être deux pour vous parler aujourd'hui. Il devait y avoir la nouvelle vice-présidente d'Arte GUE, Heike Hempel, qui devait être là aujourd'hui. Hélas, elle ne peut pas être des nôtres pour des raisons personnelles et nos pensées sont avec elle, mais elle a rejoint le bateau après une longue carrière à la ZDF, notamment dans le domaine de la fiction. Et elle assure la vice-présidence et bientôt la présidence du GEUE Arte. Voilà, donc je vous le disais, une rentrée intense, exigeante et généreuse, et surtout, je pense, une rentrée pleine d'élan. Vous allez voir, moi je voulais au départ prendre le mot « forward » comme un peu le slogan de cette rentrée, mais ça a été pris ailleurs, dans un autre pays, donc on ne va pas le prendre. Mais on va de l'avant, on est plein d'élan. L'époque est pleine potentiellement d'incertitudes, voire même de temps suspendu ou autre, et nous essayons d'être fidèles à nous-mêmes, mais dans une dynamique importante. Je pense qu'Arte n'est pas seulement un refuge, c'est aussi une fenêtre, et une fenêtre qui avance. Et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de vous montrer avec des programmes, je pense, et une offre, je le crois, sans égale, dans la nature éditoriale qui est la sienne, son éclectisme, j'espère, sa richesse et aussi sa différence. Bref, on est tous persuadés de vous présenter aujourd'hui la plus belle des rentrées pour ce qui est pour nous la plus belle des chaînes, mais ça, les équipes vont vous le montrer. Je voulais vous dire aussi que Arte, comme équipe, l'entreprise en général dans son projet, elle aussi, elle est dans une dynamique importante, pleine d'élan, dans un élan qui se veut aussi comme prenant soin du public dans ce qu'on lui offre, prenant soin des exigences nouvelles du public j'en parlerai, et prenant soin des exigences en termes d'évolution des usages, et enfin prenant soin de notre identité profonde qui est notre nature européenne. Alors prendre soin dans ce qu'on offre au public, vous allez voir une offre d'une richesse chaque fois plus grande, en termes quantitatifs certes, en termes d'éclectisme, Émilie en a parlé, de différence dans ce qu'on propose. Et encore une fois, on est au service de ceux qui nous regardent et on essaye de leur proposer, à l'intérieur d'une ligne éditoriale bien précise, quelque chose de chaque fois plus riche, éclectique, qui multiplie les regards, les langages et les formes. Et dans ce soin que l'on a au public, dans ce qu'on lui offre, dans cette offre de plus en plus riche, je pense que le public prend soin de nous aussi dans la façon dont il nous reçoit.
les audiences, les chiffres, les indices qualitatifs de satisfaction n'ont jamais été au plus haut pour Arte. Évidemment, toute autosatisfaction mise à part, ça nous rend fiers, mais surtout ça nous oblige de maintenir la barre là où on l'a placée. Je l'ai dit, il faut aussi prendre soin du public dans les exigences qui sont les siennes et qui petit à petit évoluent, notamment en termes de confiance, de demande de confiance, de responsabilité, je pourrais prendre le mot anglais d'accountability. On nous demande de rendre compte de la façon dont on travaille, d'être digne de la confiance, et Boris Razon vous en parlera tout à l'heure. On essaye petit à petit d'avancer pour montrer qu'on est effectivement digne de confiance par rapport à l'histoire qui est la nôtre et ce qu'on propose aujourd'hui, mais aussi dans les mécanismes qu'on met en place. Et vous le verrez, on a prévu de créer, par exemple, un comité scientifique pour nous aider dans les grandes questions scientifiques que l'on peut aborder dans les programmes qui sont les nôtres. Il y a aussi, dans l'avancée, dans l'élan qui peut être le nôtre, une prise en compte, vous le savez, ça a toujours été le cas, de l'évolution des exigences qui évoluent en termes de goût, certes, mais aussi en termes d'usage. Deux exemples pour vous montrer, encore une fois, la route et le chemin qui est celui d'Arte et qu'on lance cette année. Première nouveauté, depuis quelques jours sur l'application Arte, sur le téléphone mobile, on a créé un endroit où il y a des vidéos verticales. Ce flux de vidéos verticales, alors évidemment, on est dans le temps du moment, mais on le fait à la façon Arte. Et on le fait à la façon Arte non seulement parce qu'évidemment, ça propose un flux de vertical de shorts, donc d'éléments courts qui viennent d'Arte, mais que parce qu'ensuite, quand vous swipez, vous avez accès au programme long. Donc en fait, on détourne un peu le mécanisme des shorts pour en faire une télécommande qui vous permet de choisir de façon éclectique, même quand vous êtes plus jeune, sur les programmes et l'offre d'Arte. Deuxième innovation, deuxième exemple, je vous rassure, je serai court dans cette intervention-là. L'IA, évidemment, qui nous interroge tous. Alors, ces jours-ci, on lance aussi notre premier chatbot pour vous aider à un moment ou à un autre. Alors, pour ceux, pour le moment, qui a un compte MyArte, gratuit, il faut s'inscrire, mais ça se généralisera petit à petit, qui vous permet de vous aider à la décision dans le choix qui peut être le vôtre des programmes d'Arte quand vous rentrez sur la plateforme. Donc, nous lançons ça aussi. Encore une fois, ce sont deux petites pierres sur un chemin que l'on veut parcourir de façon croissante. Dans les exigences aussi, et donc, comme je vous l'ai dit, tant le chatbot que les vidéos verticales, en fait, ce sont des éléments qui permettent de mieux découvrir l'offre d'Arte. Et donc, c'est le dernier élément, la découvrabilité, ce quasi-néologisme, il nous est cher parce que nous pensons que évidemment, vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois, un des enjeux majeurs aussi dans un secteur qui évolue de façon permanente, c'est de donner au public, à celles et ceux qui nous regardent, l'occasion de découvrir ce que l'on propose dans une offre riche. Vous avez vu 10 000 programmes tout à l'heure. Et comment le faire quand vous êtes dans un mécanisme de découvrabilité? Eh bien, il faut effectivement avoir des instruments, des modalités de choix qui vous permettent de mieux découvrir, mais aussi il faut pouvoir être découvert chez tout le monde. Et si vous voulez, notre politique que nous allons bien plus densifier cette année a toujours été la même. Pour être découvert par tous, il faut être présent partout. Alors évidemment présent à nos conditions, des conditions de maîtrise de l'environnement éditorial, de maîtrise de l'environnement graphique, de maîtrise évidemment de ce que l'on propose, d'attribution à la marque, mais être présent dans de plus en plus d'endroits. Et donc, on a déjà été présent, vous le savez, sur les chaînes sociales, les réseaux sociaux ou autres. Il y a des chaînes Arte. Arte.tv a négocié sa présence depuis fort longtemps chez MyCanal, chez Molotov, chez l'ensemble des opérateurs de téléphonie. Eh bien, nous allons, à mesure que le marché segmente entre agrégateurs et endroits affinitaires, nous allons continuer à développer notre présence dans des endroits qui deviennent des endroits d'agrégation et de distribution, que ce soit de nouveaux acteurs ou des acteurs qui pivotent. Voilà pour le soin que nous apportons un peu à cette dynamique. Je vais terminer avec évidemment
un des derniers éléments qui caractérise l'ensemble des équipes, on a beaucoup de nos collègues allemands ici qui sont présents, c'est l'Europe. L'Europe toujours. Alors on ne vous en parle pas toujours, on y pense toujours, comme dit l'autre, mais on le fait aussi chaque jour, et on le fait dans les dimensions multiples qui sont les nôtres, avec l'accroissement de l'offre en permanence. Regardez les chiffres de coproduction européenne, plus de 2000, regardez les chiffres de partenariat, le nombre de partenaires européens que nous avons, d'institutions partenaires ou autres. Notre offre, de plus en plus, s'européanise. On travaille avec les Européens, et pas seulement de façon, j'allais dire, financière ou autre, éditorialement, en termes d'information, de documentaire, de sensibilité, de partage culturel. Donc l'Europe reste plus que jamais notre cap. La route, le chemin parcouru est déjà extraordinairement important. Nous continuons à avoir ce chemin-là. Vous le savez, c'est parce que c'est d'une certaine façon notre raison d'être. Cette chaîne franco-allemande, elle a le regard tourné depuis toujours vers l'Europe, vers le fait de rapprocher les peuples d'Europe par la culture et par l'information. Et c'est cet aspect-là qui charge notre projet d'entreprise d'utopie depuis maintenant 32 ans. Il est chaque année réaffirmé et je crois, il se traduit année après année dans les programmes que nous vous proposons. Donc, je vais ici maintenant laisser la parole aux images, aux équipes, à certains avec qui on a la chance de travailler. Car un dernier mot, plus personnel, mais chaque année, il me semble très important de le dire, c'est une chance extraordinaire de travailler pour Arte, pour ce projet-là qui a un sens, qui se donne une mission, rapprocher les peuples d'Europe par la culture, se donne une mission quotidienne d'essayer d'éclairer, dialoguer, donner cette fenêtre mouvante sur le monde telle que je vous en ai parlé. Mais c'est une chance aussi de travailler avec des équipes absolument exceptionnelles et de travailler avec tous auteurs, réalisateurs, producteurs, tous ceux qui chaque jour nous permettent de vous proposer une rentrée que je crois étincelante. Merci beaucoup. Place aux équipes éditoriales et place aux images. Merci à vous. Merci beaucoup Bruno. Et tu reviens tout à l'heure, n'oublie pas. Et on va en effet maintenant accueillir Boris Razon, le directeur éditorial d'Arte France. Où es-tu? Salut. Et avec toi, on va commencer par les séries. Comme l'a dit Bruno, des séries qui font qu'on parle toutes les langues européennes sur Arte. On parle norvégien, on parle suédois, on parle portugais, on parle espagnol et bien sûr aussi on parle français et allemand. Ça va de Yolande Moreau, vous allez voir, incroyable en mamie flingueuse, à Christian Cook en Garry Kasparov. Merci Émilie, bonjour à tous et merci d'être ici pour qu'on vous présente la rentrée d'Arte. Effectivement, la politique de série d'Arte est extrêmement éclectique et très européenne. Elle a une ambition qui est, je crois, sans égale, à la fois dans sa capacité à présenter à tous des séries qu'on n'a pas vues ailleurs. Et il faut imaginer qu'en permanence, visible sur arte.tv, vous avez 40 séries toute l'année, et des séries évidemment différentes. Donc, dans sa variété, mais aussi dans ce que nous proposons comme singularité, comme ambition, avec l'idée vraiment à la fois très ambitieuse et extrêmement simple qu'on peut toujours pousser les frontières de la narration, on peut toujours éclairer le monde avec des récits incarnés, on peut toujours faire autre chose, changer les formats, évoluer. Cet espace de liberté et de création, c'est celui d'Arte. Et avec l'idée aussi toute simple, pour une chaîne comme la nôtre qui propose énormément de documentaires, que la série a cette capacité qu'a la fiction, j'allais dire, de traduire la vérité humaine et de faire ressentir là où parfois les récits documentaires racontent. Et j'aimerais l'illustrer avec une série phare que nous présentons cette année, dont nous sommes extrêmement fiers, que nous avons coproduite, la série Rematch. Cette série, qui a eu le Grand Prix à Sérimania, elle raconte le second match entre Garry Kasparov, le champion du monde russe d'échecs, et la machine d'IBM, Deep Blue,
en 1997, à l'heure où les questions de bouleversement du monde liés à l'intelligence artificielle nous traversent et viennent questionner la géopolitique mondiale et toute la société. Au fond, on en a la première illustration. On regarde quelques images. Gary, focus. Play. Your machine has shown me what it can do, but it's not enough. Mr. Kasparov. Helen Brock, VP at IBM. IBM wants a rematch. 6 games against Deep Blue in New York. It's your head on the chopping block. I've got this, George. I need Deep Blue to beat Kasparov. My son's schedule is full. $1 million. Would that be enough? It will be the biggest man versus machine battle in history. Deep Blue just calculated over 200 million moves per second. Millions of people are watching online. Hey, what is happening? You made the computer crash because you knew I was going to win. You're going to bounce back. You always do. I'm scared. If artificial intelligence triumphs, what's going to become of me? The stakes in this game are historic. Did Daddy beat the big robot? His daughter makes him happy. It proves he's vulnerable, just like the rest of us. We have barely seen you this entire year. I'm working on the biggest project of my career. The next 2 games are crucial for IBM. This game is bigger than you. Rematch, une série événement sur Arte en cette rentrée. Imaginée par vous, Ian England, et dans le rôle de Gary Kasparov, Christian Cook. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Boris a tout dit, mais on voit bien en effet la résonance que prend cette série en 2024 avec tous les fantasmes que l'on peut avoir autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que d'une certaine manière, vous nous aidez à répondre à la question vertigineuse entre l'homme et la machine, qui gagne à la fin? Ça, je vous laisserai découvrir. Mais cette série-là, avec André Gulini, avec qui je l'ai coécrite, et produite par Bruno Naon, on a lancé l'écriture de tout ça il y a 7 ans. Et justement, parce qu'on voulait plonger dans ce grand combat entre l'être humain contre un être cybernétique, juste avant à la fin du siècle dernier. Et il faut quand même se rappeler rappelons-nous qu'à la fin du siècle dernier, on se demandait si les machines allaient être meilleures que nous. Et aussi, on a eu la peur bleue mondiale le 31 décembre 1999 avec le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000, on se rappelle, c'était tout le monde, on se disait, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier? Est-ce que les avions vont crasher? Est-ce que tout va arrêter? Est-ce que vraiment on va perdre? Parce qu'on comprenait qu'il y avait un contrôle des machines sur nous. Et donc, en 1997, il y a eu ce grand match entre un être incroyable, le meilleur joueur d'échecs de tous les temps, Kasparov, contre Deep Blue. Et on voulait plonger avec Bruno et avec André Gulini dans cet univers-là, raconter ce thriller psychologique. Parce que il y avait cette machine, mais derrière la machine, il y a les humains. Et on voulait tant aller dans la tête de Gary Kasparov, jouer de façon incroyable, vous découvrirez ça avec Christian Cook, que aussi du côté d'IBM, parce que c'est tous les humains qui ont conçu cette machine-là. Et donc, c'est un thriller, il y a de l'action, il y a de l'émotion, c'est sportif, il y a du drame, il y a des points d'humour, et il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets au cours des 6 épisodes. On a hâte de voir. Merci tant mieux. beaucoup. On n'a pas la réponse, mais heureusement. Non, mais il ne faut pas. Je laisse découvrir sur Arte, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup. Christian, hello. Let's go speaking English. Thank you. Apologies. Your playing partner, your acting partner was a machine. Did that scare you? It's quite restricting. Obviously, you don't have anything to you can't run around and use lots of props, so it's just you and the table and the chessboard. But the way that me and Jan talked about it is it's like a boxing match, right? And every chess piece on the board obviously has a different value, obviously. So each time a move is made, that move has a different impact on the player, on Gary, on me as an actor, right? The way that I react to each piece. And similarly, every time I make a different move, that has a different impact on
on the person in front of me representing the computer. So everything was much more contained and concentrated, you know. But I really just thought about it like a boxing match. You know, it's whether I was sort of jabbing the opponent or going in for the attack. And so it was a challenge, but it was a nice challenge to sort of act in that way, you know. Super challenge, en tout cas, vous l'avez parfaitement relevé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin à la Gaîté Lyrique. Thank you. Let's keep it. Rematch, l'un des temps forts de cette rentrée d'Arte. Vivement Rematch, la série événement sur Arte. Boris, on va maintenant s'intéresser aux fictions d'Arte. Et on commence par quelques images, avec notamment, comment on peut dire, une saga familiale espagnole, rock'n'roll. Et gentil. Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. Un poco de ti. Querido creyente, querido seguidor, hola. He visto los vídeos. Al parecer lo ha visto toda España. Tengo miedo. Fuera está el demonio. Tú no eres santa. Todo en esta vida lo hago por vosotros. Todo. Y algún día todos hablarán de nosotros. Die Arbeit mit Informanten ist immer persönlich. Deshalb wären es keine Freunde. Typen, die ihre Familien verraten bei nächster Gelegenheit auch mich. Guten Tag, Herr Schein. Valentin vom BKA. Haben Sie eine Minute für uns? Dein Kumpel, der Drogendealer, mit dem du gestern Abend Witze gerissen hast, ist der Bruder von einem Freund des möglichen Attentäters. Ich soll für euch spitzeln bei den Dealern? Es kostet mich nur einen Anruf, dann sitzt Ihre Freundin in einem Flugzeug nach Afghanistan. Du hast 3 Sekunden, mir zu sagen, was du hier bist. Auf der Brücke steht ein Lieferwagen. Ich glaube, das sind Bullen. Wie ist es gelaufen? Backshot wollte mir erst das Hirn aus dem Schädel drücken. Und jetzt sind wir Best Buddies. Ich habe einen Job für dich. A guerra começou. Naquela época, costumávamos dizer: Angola é grande, mas o deserto é maior. Tudo parecido. Aqueles gajos partiram tudo. Aqueles gajos? Quais gajos? Os pretos? Os pretos, os brancos e os mulatos, caralho. Estás a insinuar que eu sou racista? Fizeste bem em ficar. Madame Raffray, fallait que je vous parle, ça va? J'ai appris pour votre fils toutes mes condoléances. Faites attention, c'est chaud. J'ai rien à voir là-dedans, madame. Bon, les enfants, je vous le dis, l'héritage, ça va être une petite vierge en plastique et une bouteille d'eau de Cologne. Faut pas baisser les yeux devant ceux qui vous agressent. Notre établissement a 5 déambulateurs au classement mondial des établissements pour seniors. Vous n'auriez pas vu 2 cons devant une machine à boisson? Elle se venge en gros de ce qu'elle a subi dans sa vie. Elles sont 2 maintenant? Oui. Et elles ont récupéré une arme, là. Je suis tout excité, ça fait 30 ans que j'ai pas conduit. Vous m'avez conseillé de prendre toutes les assurances. J'ai bien fait. Madame Cabineau a fait une quiche, ça refroidit. J'ai vécu plus de choses avec toi, là, que dans toute ma vie. Følg meg, så får dere en hodejeger som ikke kommer til å gi seg før kunden er fornøyd. Jeg skal bli den beste. Det handler om å ha evnen til å skape trygghet når problemer oppstår. Ok, jeg trenger litt mer tid. Å gjøre kompliserte ting enkle. En annen viktig ting er å kunne takle press på en god måte. Selger raskest mulig. Men det viktigste av alt blir evnen til å ta de rette valg til enhver tid. Are you killing people? That was not part of the deal. David! Välkommen till paradiset. David. Nämen, där är du ju. Maja. Ska vi inte bara ge efter? Bara
ligga med varandra. Knulla så kanske det går över. Nej. Nej, det ska vi absolut inte. Dixon, this is Granger. What are you doing? Get control of Alpha now! Men down, medevac needed. 7 murders on Scottish soil. We need to visit the base in Mudjang. But you're okay with it? Well, I'm not due for another 2 months, and you put me on this case. He'll love Woodyan. Nobody tells the truth there either. Somebody told him what we were doing here. Find out who. We're all suspects. Yes, of course we are. Those drones are tools for repression. Police! Stay where you are! What evidence do you even have? I have enough. You should try to complete your work quickly. They are lying to you. Stay me! D'accord. La petite ville de Guercherisoire est toujours sous le choc de l'assassinat de cette jeune fille de 16 ans. Vous pensez qu'Axel Schall peut être innocent? Dans la vraie vie, quand tout accuse quelqu'un, c'est rarement une fausse piste. Je suis journaliste pour Aujourd'hui Demain. Vous croyez que vous allez faire éclater un complot? Axel m'avait averti qu'un jour, un homme viendrait peut-être. Ça fait presque 20 ans que je suis pas revenu. À chaque coin de rue, j'ai des souvenirs qui me remontent comme des nausées. T'es prêt à tout pour sauver le cul d'Axel Schall, hein? Quelqu'un nous raconte une histoire. Voilà, Le Monde n'existe pas. Incroyable à découvrir aussi. Événement de cette rentrée. Avec Nils Schneider dans le rôle principal. Nils aurait vraiment aimé être là ce matin, malheureusement. Enfin, malheureusement pour nous, il était en tournage, mais grâce à la magie de la vidéo, il est là quand même. Je suis Nils Schneider et je joue Adam Vollmann dans Le Monde n'existe pas. C'est un personnage qui a une grande intériorité. Finalement, ça me demandait d'être très très sobre. Et tous les personnages qui gravitent autour, en revanche, ils sont très colorés. Il y a quelque chose de presque burlesque. Très très vite, on a parlé avec Erwan d'avoir une transformation physique. On s'était dit que ce serait intéressant qu'il soit construit une sorte d'armure physique, une musculature, et pour se protéger en cas d'attaque. Il y a certains détails qui étaient très importants pour lui. Il dit c'est important que tu tapes très très rapidement. Et je me suis entraîné pendant des mois à taper sur les claviers extrêmement rapidement. Il y a des techniques spéciales. Le monde n'existe pas parce qu'il essaie de se rapprocher de la réalité, plus la réalité lui échappe. Il se pose la question finalement si le monde, si quelque chose existe vraiment. C'est vertigineux comme question. C'est vertigineux. Et nous, on a quand même la croyance que le monde existe et même on a la fatuité de croire qu'il a besoin de nous. En tout cas, qu'on peut aider à le comprendre un peu mieux. Et Émilie, je crois que c'est ce qu'on s'attache à faire chaque jour avec le Dessous des cartes, l'essentiel, qu'on a lancé dans ce moment très particulier où le monde nous semble être devenu de plus en plus complexe, et pour ne pas dire un peu fou. On a lancé le Dessous des cartes, l'essentiel, il y a un peu plus de 2 ans, quand la Russie a envahi l'Ukraine. Et voilà, 2 ans après, on se rend compte que c'est plus que jamais nécessaire de sortir les cartes pour tenter d'expliquer, de raconter et de donner à comprendre en prenant un peu de distance. Merci Boris. D'abord dire peut-être ou rappeler que le Dessous des cartes est un ovni, c'est-à-dire que c'est une émission qui n'existe nulle part ailleurs. C'est de l'animation, c'est en revenir à la géographie, à l'histoire pour comprendre le temps présent. Et c'est une émission qui existe depuis qu'Arte existe, donc ça fait un petit moment. Et c'est en fait une émission d'une plasticité folle. C'est la raison pour laquelle on l'a fait grandir, on la démultiplie avec plein de formats différents sur Arte. En effet, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, on a réfléchi et lancé cette déclinaison quotidienne après le 28 minutes, 3 minutes 30. On a gagné 1 minute en plus pour pouvoir expliquer à la fois de façon très brève, très courte, très sharp, comme disent les anglo-saxons, expliquer ce qu'est le temps fort de l'actualité internationale du jour. Parce qu'en effet, il y a l'invasion russe de l'Ukraine, parce qu'il y a maintenant aussi cet autre conflit qu'il faut suivre quasiment au quotidien entre Israël et le Hamas, des guerres qui nous bouleversent, des guerres qui bouleversent le monde et qui nécessitent
au-delà des autres actualités qu'on traite aussi, des actualités internationales qui nécessitent plusieurs formats, qui nécessitent la déclinaison courte, quotidienne, qui nécessitent aussi des grands entretiens avec des experts sur nos supports numériques et notamment sur notre chaîne YouTube qui compte presque, je crois, 800 000 abonnés, c'est-à-dire que le million est à portée de main. Je le dis juste parce que ça signifie quelque chose sur la jeunesse de ceux qui nous regardent. Ces jeunes, on l'a déjà dit, mais qui prennent la géopolitique maintenant au baccalauréat, et ça veut dire quelque chose sur cette génération qui de plus en plus s'intéresse à l'international, a compris qu'on ne peut pas se contenter du seul échelon national. On a lancé aussi ces dernières semaines une newsletter. Pareil, ça correspondait à une demande d'avoir chaque fin de semaine dans sa boîte mail un résumé de l'actualité internationale. Et puis, plusieurs fois par an maintenant, on va sur le terrain. Et puis, j'ajouterais que ce qui reste quand même la maison mère du Dessous des cartes, c'est notre émission, la version longue, du samedi 19h30. Alors, par exemple, samedi 14 septembre à 19h30, vous allez pouvoir découvrir le vrai visage de la Chine de Xi Jinping, qui nous vend qu'elle est une nation de paix, qui nous vend qu'elle est une nation qui respecte plus que les autres le droit international, qu'elle est contre la guerre, et dont on découvre en mer de Chine du Sud particulièrement qu'elle est un pays qui annexe, qui colonise des îlots, des rochers, encore dans l'actualité d'hier, une île qui s'appelle Sabina, dans l'archipel des Spratleys, en mer de Chine du Sud. La marine chinoise a carrément embouti un navire philippin. La Chine qui vient vraiment challenger sur ce terrain maritime la puissance, l'hyperpuissance américaine qu'elle essaye de tenir à distance. On regarde quelques images, on regarde des cartes. Sortons nos cartes. Les flottes militaires doivent sécuriser les océans, devenus des autoroutes de marchandises. Avec la mondialisation, le commerce maritime représente en effet 90% des échanges en volume. Alors voyons dans ce contexte quel est l'état des forces navales dans le monde et sur quels éléments se fonde aujourd'hui la puissance maritime. Le nombre de navires pour commencer. 2 grandes puissances dominent les océans, les États-Unis toujours, et la Chine, qui a mis les bouchées doubles pour rattraper son retard. Voilà, et au-delà de cette émission qui sera diffusée samedi 14 septembre, depuis 3 ans, j'ai eu vraiment envie de m'intéresser à ces enjeux maritimes de la puissance, avec l'impression qu'on regarde le monde du XXIe siècle très différemment quand on prend la mer. Et j'ai la conviction qu'il y a une partie du XXIe siècle qui s'écrit en mer parce que les câbles sous-marins, parce que, ça a été dit là, 90% du transport aujourd'hui se fait sur mer. Donc Arte m'a laissé voyager dans le détroit de Formose, dans le détroit de Gibraltar, dans le détroit d'Ormuz, en mer Baltique, au large de Kaliningrad. Et ça donne ce livre qui sort la semaine prochaine, parce qu'Arte, c'est aussi une maison d'édition. Et cet atlas est coédité également avec les éditions Talendier, que je remercie. Merci, Émilie. Et en fait, ce désir ardent de comprendre le monde, de l'expliquer, de le raconter, il nous occupe en permanence avec la volonté à la fois de varier les regards, de varier les formes, les récits, de l'enquête à l'essai documentaire en passant par la grande fresque historique. Arte, c'est la chaîne du documentaire et notamment du documentaire géopolitique. Notre obsession, c'est d'être au plus juste, d'être au plus près des événements, tout en gardant cette capacité de distance, d'analyse, et pour permettre tout simplement, et c'est l'exigence dont parlait Bruno précédemment, pour permettre au public de mieux se situer, de mieux comprendre, et à travers les émotions, à travers la compréhension, de pouvoir agir, de trouver une place. C'est essentiel pour nous. Et on va commencer cette bande-annonce par quelques images d'une opération qui est très importante pour nous. Génération Ukraine, depuis le début de la guerre, nous avons accompagné 12 réalisateurs et producteurs ukrainiens avec des producteurs français et européens et un certain nombre de diffuseurs européens pour permettre à 12 films qui racontent la guerre de l'intérieur de naître et dont les premiers films vont être diffusés à la rentrée. Je vous laisse découvrir les images ainsi que notre autre offre de rentrée sur la géopolitique.
Я не успокоюсь, пока я не вернусь своего. Так, бабушка, успокаивайся. Все хорошо. Мы в любом случае всей семьей тут. Все Все нормально. хорошо. Да. Но меня уже прорвало, я терпела. Ты умничка, ты очень хорошо держишься. Ты большая молодец. Я 70 лет в том городе прожила, я его строила. Я там работала, у меня там семья, теперь у меня ничего нет. Как это ничего нет? У тебя есть мы, у тебя есть твоя семья. Слава Богу, что Это самое семья. главное, все. А дом построим, все будем жить, все будет хорошо. Вместо города руины. Ничего страшного. Самое главное, И что твоя черные скелеты. Бабулечка, самое главное, что твоя семья с тобой. Все хорошо. До нас доходит поздно, что надо бояться, а потом это уже не актуально. Я ходила з африкосами і дуже сильно засмагала, і казали, що там схоже на кубінку, кріолку, там ще там на когось, а потім з часом просто почали називати Куба і все. Ну, я не знаю, чому Аляска. Далекое отмороженное. Подаруночки від орків. Рыбка. Если нас загибошат, твои последние слова. Я вас всех люблю. Я вас всех, сука, ненавижу. Все будет Украина, блядь. Все будет Украина. Не будьте пидорасами. Aux premières heures de l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine convoque au Kremlin les hommes d'affaires les plus puissants de Russie, ceux que l'on appelle les oligarques. К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях. Tout le monde était invité, personne n'a refusé. Tous les groupes qui sont importants dans le gaz et le pétrole. They're all trapped. Ils sont tous piégés. Si vous résistez, il y aura des conséquences. Si vous jouez le jeu, ce sera plus agréable, mais dans tous les cas, c'est une prison. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов. Lots of people were taken, and the first wave of people that were taken were businessmen. Over time, it started taking younger women. Why? Because they get on more columns in the newspapers, they get more pictures in the television. The Revolutionary Guard, obviously, don't mind looking like they're bad. Part of their projection of assertion of power is that they can be bad guys, and they assert it. And that was obvious from very early on, that the intimidation and the fear is part of it. There's always this fear in the Revolutionary Guards that economic liberalization could lead to political opening of the system in a way that it would weaken their grip on power. And of course, they had vested economic interest in the system as well. And they did not want people like Siamak Namazi to be able to advise Western firms on how to enter into the Iranian market and create competition for the Revolutionary Guard. And so the arrest of people like Siamak or like Nazanin, I think, had a chilling effect on the ability of Iran to move closer to the West. People have made the mistake of thinking that so long as we didn't see tanks in our streets, that our democracy was safe. So people think America, right? The greatest democracy in the world, you know, eagles, rah, like they're, no. What happened on January 6th just teaches us that the struggle for democratic freedom is never over. You never get to a finish point. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. But when a political party is passing legislation that makes it harder for people to register and to vote, something is wrong. There's a lot of anti-democratic impulses already baked into the Constitution itself. That's a remnant of the compromises that were made in that document to preserve slavery.
we understand that the United States belongs to the Lord Jesus Christ. Christian nationalism is an ideology. It uses the symbols of faith to justify the acquisition of political power and social control. I'm the leader of the local Democratic Party. Those extremists, they're trying to ban books. They are trying to destroy our public school. Freedom suffers. Patriotism is being twisted by this Christian nationalism movement. You're going to need guys when the enemy's attacking you, and we've got to be a strong squad. Alors, regardez le monde changer avec une offre documentaire, des documentaires de géopolitique qui sont vraiment particulièrement étonnants en cette rentrée. Il ne faut pas manquer Génération Ukraine. Je crois que c'est un programme qui nous rend particulièrement fiers d'être sur Arte. On regarde le monde changer avec des documentaires, mais aussi avec des magazines quotidiens et avec l'excellent 28 minutes d'Elisabeth. Quoi de neuf? Elle est comment, votre rentrée? Bonjour Émilie, elle est formidable. Bonjour Émilie, bonjour Bruno et bonjour à tous, collègues journalistes, mais aussi créateurs, documentaristes, réalisateurs. Je pense que vous êtes très nombreux aujourd'hui. On est très heureux à propos de la rentrée de 28 minutes, d'avoir fait précisément cette rentrée de 28 minutes. Bruno Patino évoquait tout à l'heure la chance que nous avons de travailler sur Arte. Oui, c'est une chance et c'est un privilège qui nous oblige. Et en réalité, nous nous disons, nous tous, puisque c'est un collectif 28 minutes tous les jours, ce privilège nous oblige à l'assomption de la nuance, de la complexité, à cet impératif, c'est presque un ethos, oh là là, le mot est un peu prétentieux, un impératif de proposer tous les soirs dans l'émission des débats, et pas de la baston, de proposer quelque chose qui ressemble à une interpellation de nos invités, mais sans les agresser, sans agression, de rester toujours attaché à cette notion de nuance, d'esprit critique, d'autocritique éventuellement. Voilà, ça c'est 28 minutes. Et puis c'est aussi, tous les jours, vous faire découvrir des créateurs, des personnalités singulières, des grands vivants, qu'on ne voit pas ou qu'on voit peu, en tout cas pas traités de la même façon qu'on ne voit pas ailleurs. Alors 28 minutes a opéré sa mue physique, mais pas que physique. D'ailleurs, en fait, c'est la 12e saison et demie. Alors c'est une éternité. Non mais attendez, c'est une éternité dans l'écosystème télévisuel, non? 12 saisons, c'est dingue. Ben non, en fait, c'est une évidence pour Arte. Alors, nous avons un nouveau décor, nous avons un nouveau plateau. Il est peut-être encore plus doux, plus lumineux, plus organique, plus enveloppant, pour mettre en avant et permettre justement à cette parole nuancée d'émerger. 28 minutes, c'est toute l'année. 28 minutes, c'est tous les jours. Alors, je vois ici le magnifique Renaud Dely. Le magnifique, l'inénarrable, le delicious Renaud Dely avec ses lunettes de vue. Ben oui, parce que l'âge aussi, ben oui, il voit moins clair, mais il est toujours aussi clairvoyant. Renaud Dely, le week-end, bien sûr. Et puis, 28 minutes, c'est un collectif. Alors, avec moi, j'ai comme co-intervieweur tous les jours, du lundi au jeudi, grand journaliste politique, excellent co-intervieweur, Benjamin Sportouche qui est là, avec aussi autour de la table chroniqueuse, Anna Ndiaye, la spécialiste de la pop culture, Marie Bonisseau, l'historien Xavier Mauduit, et puis, vous les entendez, mais vous ne les voyez pas, un satiriste, un portraitiste, une journaliste, Gaëlle Legras, Thibault Nolte, et Sandrine Le Calvez. Alors, 28 minutes, c'est une émission de débat. Nous allons faire, évidemment, pour revenir à l'élection américaine du 5 novembre, nous allons faire des débats et des spéciales, chère Émilie, avant et autour et après ce scrutin. C'est vrai que, vu d'ici, l'Amérique est à ce point polarisée qu'on a l'impression qu'il y a un enjeu civilisationnel. D'un côté, l'espérance, l'inclusion, le partage, et puis en face, la haine, la peur, l'exclusion et la prédation. C'est peut-être pas aussi simple. Nous en parlerons évidemment lors de nos débats. Et puis, je vais finir cette évocation de 28 minutes. New look, nouvelle... Non, on n'aime pas le globish. Nouvelle apparence, nouveau plateau, avec un hommage... Vous voyez de quoi je parle, Émilie? Vous croyez? Vous voyez, puisque vous êtes ici, qu'on va être rejointe par Sonia De Villers. Voilà, je voulais rendre hommage et saluer le directoire d'Arte, pour qui la notion de parité, c'est pas du blabla, ça fait des années que c'est mis en acte, des femmes à l'antenne, peut-être même plus de femmes que d'hommes, je ne sais pas, mais en tout cas... C'est pas impossible. Des femmes à l'antenne, voilà, c'est une évidence
pour Arte. Et puis, alors, petit tiroir dans le tiroir, il y a 2 gamines, mais là, il y a aussi une sexagénaire à poil blanc. La visibilisation des plus de 60 ans, je sais qu'ils y tiennent, les mectons d'Arte. Donc, merci. Nulle part ailleurs que sur Arte, ou plutôt, comme on dit, rareté chérie, n'est-ce pas? Voilà, donc bravo à vous, et à ce soir, 20h05. À ce soir, 20h05, avec Elisabeth. Et demain avec Ellie. Renaud Dely. Et tout de suite, on accueille Sonia de Villers, ma cousine du DDI, du dessous des images, que vous entendez le matin sur France Inter, qui quitte France Inter, qui enfourche son vélo, qui arrive trempé généralement, enfin en tout cas ce matin, à la Gaîté Lyrique, mais parfois c'est à Arte Studio et c'est même très régulièrement. Quoi de neuf? Comment est la rentrée du DDI, Sonia? Ah oui, je croyais que... Alors, la rentrée du DDI, c'est notre 3e saison. Je vous ai choisi... Est-ce qu'on va la voir? Oui, on va la voir. Les choses ont été parfaitement bien conçues, organisées. Je vous ai choisi cette photo parce que je la trouve assez emblématique de notre démarche. C'est Elon Musk en visite à Auschwitz, vous l'aurez compris, avec son fiston qui a un nom de code totalement imprononçable sur les épaules, comme si on était à Disneyland. Sachez que Musk, ça c'est pour la petite anecdote, emmène le petit partout et qu'il a 3 ans, y compris dans des entretiens avec des chefs d'État. Alors voilà, le milliardaire que vous voyez là est coutumier des dérapages complotistes. Sur X, le réseau social, l'antisémitisme a littéralement explosé. Et à la énième polémique, il a répondu par ce tweet « Go fuck yourself ». Alors, qui a organisé cette visite ? Qui a eu le droit de prendre cette photo? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé pendant? Qu'est-ce qui va se passer après? Qui sont ces hommes qui accompagnent Musk? Est-ce que ça va se terminer par ce qu'on appelle faire amende honorable? Voilà, c'est un excellent épisode que vous allez voir le 17 septembre à 19h30 sur Arte, mais aussi sur arte.tv et sur notre chaîne YouTube qui cartonne. Le dessous des images, c'est 10 minutes pour décortiquer ces images, exactement ces images que vous avez généralement tous aperçues et que, comment dire, vous n'avez jamais vraiment le temps d'en faire la genèse, vous n'avez jamais vraiment le temps de vous pencher dessus, de savoir qui les a fabriquées, qui les a relayées, à qui elles étaient destinées, pourquoi est-ce qu'elles ont ému, pourquoi est-ce qu'elles ont fait polémique, dans quelle famille d'images elles s'inscrivent. Et quand Bruno Patino et Boris Razon ont imaginé le dessous des images comme une petite cousine du dessous des cartes, c'était non pas pour raconter notre époque en images, sûrement pas, c'est pour raconter l'époque à travers les images qu'elle produit. Voilà. Et au départ, évidemment, il y avait un ingrédient supplémentaire qui était l'émergence de l'intelligence artificielle. Alors, en regardant avec l'équipe, on s'est dit qu'il y a 2 ans, nos premiers épisodes sur l'intelligence artificielle et sur les images qu'elle génère étaient quand même très timides et très pédagogiques, qu'en 2 ans, tout ça s'est considérablement accéléré, c'est même vertigineux qu'on en ait à fabriquer des épisodes où on se demande comment l'intelligence artificielle va combler les archives manquantes et les images manquantes de l'histoire, comment l'intelligence artificielle va combler ce que l'actualité ne peut pas vous montrer, et ce faisant, comment on réinvente le passé et comment on réinvente la réalité. Voilà, donc on peut déjà vous proposer 250 images analysées, il y a des vidéos de propagande, il y a des photos de guerre, il y a des logos publicitaires, il y a des portraits de stars, il y a des cartes météorologiques, il y a des défis sur TikTok, il y a des manies d'influenceuses, il y a des mises en scène présidentielles, il y a même des apparitions d'extraterrestres en Amérique du Sud. Tout y est passé pour raconter notre société. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le dessous des images, c'est pas qu'un programme, c'est un socle des savoirs dans lequel on peut piocher. On ne sait plus quoi faire face à, comment dire, on est assailli de demandes des écoles, des lycées, des universités. Pour les enseignants, c'est un matériau génial. Quelle base formidable pour créer un dialogue avec les jeunes. Cette année, on continue, c'est notre 3e saison. On va créer un nouveau format. Comment dire, qui va venir s'insérer dans notre format habituel. Un format qu'on va produire de manière beaucoup plus chaude, beaucoup plus rapide. C'est un nouveau cadre, une sorte de petit plateau de talk dans lequel je vais recevoir un invité. L'idée, c'est de pouvoir déclencher des épisodes qui collent à l'actu. Et on les déclenchera quand une image se met à surgir, à être commentée de partout,
s'impose. Voilà, je vous donne quelques exemples. Je pioche dans vos souvenirs. Vous vous souvenez tous du jour où vous avez découvert l'image du petit Elan échoué sur une plage. Vous vous souvenez tous du jour où vous avez découvert l'image de cette femme enceinte sur un brancard rose évacuée de la maternité de Mariupol. Vous vous souvenez tous cet été de l'image du surfeur qui planait littéralement au-dessus de l'eau avec son surf derrière lui. C'est typiquement ce genre d'image qui va déclencher ce nouveau format. Voilà. Il me reste à vous dire mon bonheur d'être produite par Arte Studio et par ses équipes, comme Émilie. Le bonheur d'accueillir un nouveau rédacteur en chef, Bruno Donnet, de travailler avec 2 adjoints de compétition que sont Pauline Muil et David Caillon, et le bonheur de pouvoir compter sur Héloïse Millet, qui est notre très solide productrice éditoriale. Je les embrasse. Et vous aussi. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Elisabeth. Bravo. 28 minutes, toute la semaine, tous les soirs, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24, sur nos supports numériques, et le dessous des images de Sonia De Villers, tous les soirs aussi à 19h30. Merci à toutes les deux. Boris, on reprend le fil de la programmation documentaire d'Arte et on parle particulièrement histoire et société. Absolument, merci Émilie, et merci à Sonia et à Elisabeth. Et vous l'avez compris, vous l'avez entendu, on a la fâcheuse tendance d'inscrire les choses dans le temps long et de vouloir qu'elles s'inscrivent dans le temps long. C'est pareil dans ce monde qui va très vite. Je crois qu'on a dû parler de vertige de nombreuses fois déjà, et on n'est pas les seuls, évidemment. Et notre ambition, c'est un peu d'empêcher le vertige, de le ralentir, en tout cas d'éviter ces effets j'allais dire, d'étourdissement pour permettre de mieux comprendre, et de 2 manières. À la fois en proposant des documentaires d'histoire, des grandes fresques historiques, notamment cet automne, une grande fresque historique allemande, tout en archives et fiction, qui retrace les fractures du monde de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre froide, à travers 6 destinées. Mais tout ça pour, en fait, se rendre compte que le présent porte les traces du passé, et que le passé nous permet de l'éclairer et nous tend parfois un miroir saisissant. Et de la même manière, nos documentaires de société, eh bien, ils visent à tendre un miroir partout, en France, en Allemagne, en Europe, dans chaque pays d'Europe, pour raconter des histoires en mettant en particulier en avant des récits intimes, parce que ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, la fragmentation sociale est très importante, elle est très grande, l'offre politique en témoigne, le sentiment d'individuation est de plus en plus fort, et il importe que nos récits sur la société en portent la trace. Quelques images. Мне нужно немедленно поговорить с товарищем Сталиным. Kinder sollen doch ungestört auf guter deutscher Erde aufwachsen. Do not wait. Используйте для этого все части Красной Армии, которые понадобятся. Es geht darum, unseren Traum zu retten, Klaus. Damit die Weltraumrakete zur Waffe wird. Do not regret in a week's and a month to come. We are scientists. But our invention could wipe out the entire human race. Je peux pas continuer comme ça. Faut que je choisisse un camp. What you could have done today. The time is now. J'ai été adoptée à l'âge de 5 ans et demi en France par une famille de la région de Toulousaine. J'ai découvert que j'avais été volée à ma maman qui me recherchait depuis 35 ans. Nous avons tous ces ex-enfants qui ont aujourd'hui 30-40 ans et qui partent à la recherche de leur identité. Et c'est une vague qui est en train de déferler. Les investigations menées par ceux que nous rencontrons incriminent le système tout entier. Certains sont devenus des spécialistes de la question et des lanceurs d'alerte. Je découvre chaque jour de nouveaux cas, mais tous ont le même point commun. Nous sommes bel et bien sur des trafics d'êtres humains. En Corée du Sud, Colombie, Chili, Pologne, Éthiopie, Vietnam, leurs papiers ont été falsifiés. On va dans ces pays-là créer des orphelins pour répondre à la demande. Et là, on voit apparaître des pratiques déviantes. Dès le moment où il y a de l'argent dans l'adoption internationale, le système est vicié. صوف الكاميون يقول لي عادي شوفي وراني معيده في الطريق
نقولها معليش حنكون صحة برك هذا ما كان الحمد لله نقولها. بس c'était son rêve. Il n'y avait que ma mère qui savait que j'allais partir. Elle savait que j'allais partir et pas revenir. Du coup, j'ai enlevé la marche arrière et j'ai tracé. J'aimerais bien avoir ma propre entreprise de routière. Je dis bien routière, pas routier. Que des femmes qui roulent en Algérie avec des camions et qui réalisent leurs rêves en fait. Parce qu'il y en a plein qui aimeraient faire ça et ils n'ont pas sa chance. ¿Usted fue la primera mujer que llegó al ECO? ¿Sí? Cuando seas más grande, te lo vas a ir entendiendo. Es algo que pasa cada mes. ¿Y a mí qué me va a pasar? Si no llueve, ¿vamos a sembrar? Hoy deja el plato. ¿Por qué? Porque los hombres no levantamos el plato. Por eso son las mujeres. Las ondas sonoras son como las montañas, el mar o como ese medidor que le hace así. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la escuela? Igual y me meto al ejército. Quiero conocer otros lugares, ganar dinero. Yo me voy a quedar aquí a ayudarle a mi papá, a barbechar, a sembrar. ¿Y tú qué vas a hacer? Et on continue, cher Boris. Toujours notre programmation documentaire, cette fois-ci dans la catégorie découverte et connaissance, avec, je crois, l'un de mes personnages préférés de cette rentrée. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tardigrade? Non, c'est normal. Vous allez voir une créature fascinante et increvable. Absolument. En fait, ce qui réunit pas mal des images que vous allez voir, ce sont des catastrophes. À la fois parce qu'on va vous parler de Pompéi, mais au milieu des catastrophes, on découvre que la première pizza était à Pompéi. En tout cas, la première trace de pizza. Et ça, c'est pas rien, quand même. Et ça n'est pas rien, vu la place de la pizza aujourd'hui. Dans la vie des jeunes gens, on va voir aussi ce qu'on a pu découvrir après l'incendie de Notre-Dame. Et enfin, on va voir une bête qui survit à toutes les catastrophes. Le tardigrade, qui est capable de résister à la chaleur, au froid, aux radiations. Enfin, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Et en fait, j'ai parlé de catastrophe, mais il n'y a pas que ça chez nous. Il y a un appétit de découvrir le monde et de raconter l'histoire, qui est ce qui marque notre offre de documentaire de découverte et connaissance, et un appétit de le mettre en récit, de le rendre le plus accessible possible, et d'accompagner les gens tout simplement dans la découverte et dans la connaissance. Et on le fait avec toujours une grande rigueur et une grande exigence. Je m'arrête un instant là-dessus parce que c'est le cas notamment pour nos documentaires scientifiques. Et Bruno en a parlé un peu avant, et je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas rallonger inutilement cette conférence, mais dire que on a le sentiment aujourd'hui qu'on doit rendre de plus en plus de compte parce qu'on est un média de service public et qu'on se doit aussi d'expliquer comment on travaille et de se doter d'outils qui nous permettent à la fois de nous éclairer vers où on doit aller, quels sont les grands enjeux contemporains, notamment dans le domaine scientifique, et parfois de nous aider à vérifier des informations quand il y a un enjeu démocratique à avoir et à pouvoir établir des vérités scientifiques, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, elles sont de plus en plus remises en cause. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un conseil scientifique avec d'éminents scientifiques qui nous ont rejoints. Ce conseil se réunira 3 à 4 fois par an et nous accompagnera sur certaines productions. Voilà, je voulais vous en parler. Je vous laisse découvrir les images et notamment ces fameux tardigrades. C'est la plus grande campagne de fouilles menée à Pompéi depuis plusieurs décennies. C'est un fabuleux arrêt sur image qui montre ce qu'il faisait juste avant l'éruption. Enfoui sous les cendres et la pierre ponce depuis près de 2000 ans, un ensemble de bâtiments va bientôt surgir des décombres.
Derrière chaque objet, il faut toujours imaginer la vie d'un individu. Je me suis rendu sur le site et quelqu'un m'a dit « Après le four, on vient de trouver la pizza. » J'ai cru que c'était une blague. On peut considérer que nous avons là l'ancêtre de la pizza moderne, représenté dans une fresque somptueuse. Moins d'1 millimètre de long, mignon et quasiment indestructible. Les tardigrades battent tous les records du règne animal. Le record du monde pour un tardigrade est d'environ 150 degrés Celsius. Le tardigrade survit à 1000 fois la dose de radiation qui tuerait un humain. Avec leur super pouvoir, les tardigrades défient les scientifiques. Ils remettent en question notre idée de la mort, parce qu'ils ont l'air d'être morts, mais ils ne le sont pas. Vous les remettez dans l'eau, ils reviennent aussitôt à la vie. Entre des sécheresses de plus en plus fréquentes et des besoins en constante augmentation, l'eau douce, ce bien commun, s'amenuise inexorablement. L'eau qui coule ici est un véritable trésor. Elle a subvenu à nos besoins pendant des siècles, mais ce n'est malheureusement plus le cas. Face à cette pénurie, la ressource quasi infinie en eau des océans fait l'objet de toutes les convoitises. Enlever le sel de la mer pour produire de l'eau potable. Au large de l'Afrique du Nord, l'archipel espagnol des Canaries a été le premier territoire européen à l'adopter il y a 60 ans déjà. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer des usines de dessalement. Mais l'illusion de l'abondance a poussé toujours plus loin le développement d'une économie effrénée et très gourmande en eau, dont les impacts invisibles sont de véritables bombes à retardement. Trois ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, une fouille archéologique unique en son genre a révélé un trésor qui se cachait depuis des siècles sous le sol de la cathédrale. Ici est le corps de Messire Antoine de la Porte. De mystérieux sarcophages anthropomorphes en plomb ont été dégagés, ainsi que des milliers de fragments sculptés. On suppose qu'il s'agit du jubé médiéval de Notre-Dame. Là, en fait, on perce le secret de fabrication des peintres du Moyen-Âge. Aux quatre coins de la planète, les animaux sauvages sont en contact permanent. Mais que disent-ils? When a penguin calls, the call is quite long, like this, and actually the individual vocal signature is coded in each syllable of the call. It does mean that when a penguin repeats the syllables, it repeats the vocal signature. It repeats, I'm John, I'm John, I'm John. You increase the chance to be heard by your mate or your parent or your chick. Si l'os du lébombo est considéré comme le plus vieux bâton de comptage de l'humanité, c'est que ces 29 traits bien distincts pourraient être les plus lointains ancêtres des signes que nous utilisons partout sur la planète. Ces signes, ce sont ces 10 petits symboles au pouvoir infini, mais qu'on appelle tout simplement les chiffres. Ich bin davon überzeugt, dass Zahlen von Anfang an mit Macht verbunden waren, mit dem Ziel und dem Bestreben. Comme les langues et les alphabets, les manières de compter témoignent des grandes civilisations du passé. Chacune a développé ses méthodes jusqu'à ce qu'un système, le nôtre, finisse par tous les remplacer. Lucky Luke, ce héros mythique de la culture populaire, a forgé à lui tout seul un American Dream. En empruntant les chemins des albums de mon enfance, me serait-il possible de retrouver les racines de ce rêve? Je me suis toujours dit que c'était un genre de paysage totalement impossible. Mais là, on y est quasiment, non? Je suis donc allé voir ce qu'il restait de Lucky Luke en Amérique. Un pied tendre, c'est un gars qui débarque de la ville et qui sait pas trop comment trouver sa place. Ouais. Jules, l'un de nos meilleurs talents artésiens.
qu'on connaissait évidemment déjà, notamment pour Silex and the City, une pastille quotidienne tous les soirs sur Arte, qui est devenu un film, un vrai film pour le cinéma, qui est même allé au dernier festival de Cannes. Et maintenant donc, tu es le nouveau papa de Lucky Luke. Tu es venu sans ton chapeau, je dois dire que je suis un tout petit peu déçue. En fait, du tardigrade jusqu'à... Ça passe. Du tardigrade jusqu'à Lucky Luke, en fait, c'est une histoire de résilience. Comment on devient le nouveau papa de Lucky Luke? Oui, c'est un héros patrimonial, Lucky Luke. En Europe, je pense que les Allemands pensent que c'est un personnage allemand, les Français pensent que c'est un personnage français, ça appartient à énormément de monde. Et quand on m'a proposé de reprendre les traces de Goscinny comme scénariste il y a plus de 10 ans, ça a été fantastique parce qu'il y avait une grammaire, une histoire qui appartenait à tout le monde. Et c'est un peu le concept de ce documentaire, en fait, c'est d'aller à la recherche de la façon dont les États-Unis nous avaient été offerts dans l'enfance. Parce que nos premières images mentales, c'est celle de ces cases, justement. Oui. Et le principe de repartir dans les bottes de Lucky Luke, c'est se dire, est-ce que tout ça, finalement, c'est du délire, c'est une espèce de pop culture qui raconte une histoire fantaisiste, ou est-ce que ça a un rapport vraiment avec la réalité du passé et la réalité d'aujourd'hui? Et donc, ce qui est génial avec Arte, c'est qu'on a quand même une grande liberté de forme. Là, c'est évidemment un voyage, une découverte, il y a des très belles images en scope, des gens qui... On n'a jamais parlé à des caméras, en fait, parce qu'on a cherché vraiment à rentrer dans différents milieux au fin fond du Midwest. Ça s'entend vraiment, ça, d'ailleurs. Oui, et c'était assez étonnant. Je leur ai dit, moi, je voudrais faire un documentaire. En fait, ce serait un crossover entre Stéphane Bern et Borat. Et en fait, je monte beaucoup à cheval, alors que j'expliquais aux gens que j'avais fait juste quelques trimestres d'équitation à la cartoucherie de Vincennes. Je tire au flingue, je ne sais pas combien de fois, j'essaie de faire plus vite que mon ombre, alors que j'ai été réformé P3 du service militaire. Je leur explique tout ça, et en fait, il y a une capillarité extraordinaire qui se passe sur le terrain à travers ces 3 épisodes-là, et 8 États dans lesquels on a filmé. Il nous raconte quelle Amérique, Lucky Luke? Lucky Luke, il nous raconte une Amérique qui n'a pas changé, en fait. On se rend compte, si on enlève les voitures et les téléphones portables, la vie dans ce monde, ce grand milieu américain, n'a pas changé. On va au rodéo, on va à l'église, on pense les mêmes choses, on a les mêmes espoirs, les mêmes rêves, mais en revanche, là où il y a beaucoup de fantaisie dans ce documentaire, une espèce de gaieté naturelle liée à Lucky Luke, mais surtout, on découvre les espèces de 2 immenses gouffres, et je ne m'y attendais pas, et c'est là où le documentaire bascule un petit peu, les 2 trous noirs de l'histoire américaine, qui sont d'abord le génocide des Amérindiens, et on a énormément tourné dans les réserves, et le fait que je sois dessinateur de BD, ni universitaire, ni journaliste, a fait que le dessin, c'était quelque chose que je pouvais partager, et qui m'a fait pénétrer dans des familles, sur un plan finalement de simplicité qui nous a donné des rencontres extraordinaires. Et l'autre côté, évidemment, l'esclavage. Et on a tourné dans le Mississippi, en Louisiane. Et le fait que ce documentaire passe en plein milieu des élections américaines, le 3 novembre, je crois, éclaire vraiment, à la fois avec une forme de fantaisie, mais une forme de gravité à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Moi, je suis revenu complètement changé de ce documentaire. Ma vision du monde a changé. J'espère que la vôtre bougera un petit peu aussi. Merci, Jules. Un documentaire à découvrir dans quelques semaines sur Arte. Et puis, bien sûr, Silex and the City, qu'il faut aller voir au cinéma, puisque ça vient de sortir, c'est ça ? Ça sort bientôt. Ça sort dans une semaine. Dans une semaine. Si vous avez la carte UGC illimitée, vous pouvez aller cliquer juste pour rien, pour faire du compteur. Impeccable, Jules, c'est parfait. C'est bon, tu peux regagner ta place. Merci beaucoup. Merci, Jules. Boris, on va maintenant parler de l'offre d'Arte pour les créations numériques. Ça veut dire du jeu vidéo, des documentaires, du podcast, etc. De la série, des expérimentations en VR, tout ça, en fait... La réalité, c'est qu'Arte, depuis bien longtemps, n'est plus une chaîne de télévision. On l'a dit maintes fois, un bouquet éditorial, avec sa plateforme, avec les chaînes sociales. Mais cette activité de production, donc on voit en partie sur les shorts qu'a montré Bruno tout à l'heure, cette activité de production à destination des canaux numériques, elle est centrale pour nous. Centrale parce que c'est un lieu d'incubation de talent, de créativité, où on repousse les formes, où on invente de nouvelles formes, où on fait travailler des nouveaux producteurs, des nouveaux auteurs, des nouveaux réalisateurs, des nouveaux documentaristes. On fait plein de choses. Et avec un impact de plus en plus grand sur la société. On fait des productions destinées au numérique qui aujourd'hui rencontrent des publics très importants. Ça a été le cas de la série Samuel que nous avons diffusée cette année. Ce sera le cas, je n'en doute pas, de la série documentaire DJ Midi qui arrive très prochainement. Je vous laisse découvrir quelques images qui commencent par un jeu vidéo. Non, pas un jeu vidéo, pardon, un documentaire. Comment ces choses en moi
Peuvent-elles vous sembler du mépris quand elles portent l'insigne de la bonne foi? On s'ennuie, non? C'est mon rôle, ça fait 6 mois que je connais toutes les répliques par cœur. Tu fais du théâtre pour jouer Hermia ou pour faire du théâtre? Je comprends pas. Comment ça? On travaille sur la sensation, des sensations physiques. Il faut pas pleurer comme ça, monsieur, c'est pas possible. Si là, genre, on a inversé, les garçons sont des filles, les filles sont des garçons. C'est pas mon fils, c'est mon chien. Pourquoi tu viens ici? C'est ça ton plus beau but? Ah, super. Victor Assier a 32 ans. Il est acteur, metteur en scène et comédien. Ça tourne? Ça tourne. Allez hop, c'est parti. Monsieur, est-ce qu'il faut au moins me décliner votre identité? Oui, Victor Assier. Aujourd'hui, nous invitons Victor dans un nouveau monde, une île, où chacun joue un rôle inspiré de la vraie vie. Pourra-t-il y trouver un nouveau départ à sa carrière? Oh, Marie, ma Marie, on était tellement faits l'un pour l'autre. Bouge, espèce de tocard. Vous aimez la compagnie, j'espère. C'est pas grand ici. Oh non, le boulet. C'était que pour une nuit, mais... Quelle nuit? On a tous été jetés, petit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Marie? Pourquoi m'as-tu abandonné? Do you feel out of control in your life? No, I don't feel like it's out of control. I think it's too in control. It's just like Groundhog Day every day. I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane. I work 7 days a week, no days off, which in California, the only similar thing to this is called sex trafficking. I just want my life back. After more than 13 years, a Los Angeles judge suspending Britney's father, Jamie Spears, as head of her conservatorship. Britney coming out and saying that her conservatorship was abusive is one of the only things that drives bipartisan political consensus in the US since there's... Son compte va devenir la vitrine sans filtre de son émancipation. Elle reprend la main sur son image. On voit bien à quel point c'est son laboratoire à elle. C'est intéressant qu'elle ne cherche pas à se maquiller, qu'elle fasse des images, des montages qui ne sont pas parfaits, parce que justement, la perfection, elle la connaît par cœur. C'est trop dur de retourner le truc et de se rendre compte qu'en fait, le problème, il vient pas du tout de moi. J'ai aucun problème, le problème vient de vous. Si je lutte de cette manière, c'est parce que j'aime les belles choses de ce monde. Souvent, on me demande si ça va et je m'efforce. C'est un taf, le bonheur. Non mais t'inquiète, t'es en lente, tu vas pas s'emballer là. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour Lana? Je suis très fier de raconter mon histoire et de pas les laisser la raconter à ma place. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Dieu, il a voulu de moi dans ce monde. J'ai ma place. Je m'appelle DJ Mehdi, producteur de rap et de musique électronique. Il est en studio avec des pitbulls, avec la mafia Quin Free, et le soir, il va danser avec Cassius et Daft Punk à New York. À l'époque, il n'y a pas de compositeur. Donc me dire qu'il y a un mec de mon âge qui compose, mais avec quel matériel? C'est fabriquer un sampleur et nous faisait des putains de sons. Avec ça. C'est Mehdi qui pond le nom. Headbanger Records. Il n'y avait jamais eu une histoire qui fait que des mômes s'intéressent à un label. Le son de Justice, c'est nous qui l'avons fait, mais c'est Mehdi qui nous a dit c'est ça. DJ Mehdi était un génie. Le monde de la musique est en deuil. DJ Mehdi vient de mourir à l'âge de 34 ans. C'était quelqu'un qui avait ce truc de considérer que rien n'était impossible. Faut reconnaître qu'on lui doit tout à Mehdi. Le prénom Mehdi, ça veut dire rassembleur. Donc il a porté son prénom jusqu'au bout. Et DJ Mehdi, merci.
Et DJ Mehdi, il n'est plus de ce monde depuis 13 ans et c'était votre ami, votre meilleur ami, Thibaut de Langeville. Et vous signez ce film. Merci beaucoup de venir nous en parler. Je sais que c'est difficile pour vous d'en parler à 3 minutes. Oui, non, je suis ravi d'en parler tout le temps. Je suis juste bavard, donc pourquoi pour me discipliner. Je serai là pour vous sanctionner. Pourquoi est-ce qu'on dit que cet homme, c'était un génie, c'était un rassembleur? On sait qu'il a fait le pont entre le rap et l'électro, mais en fait, ça va bien au-delà. Oui, il y a de toute façon, c'est un terme qui est quand même assez galvaudé, celui de génie. Pour son cas, il y a une vérité qui est difficile à contredire. C'est que c'est quelqu'un qui a commencé la musique vraiment très très tôt, sans figure de référence ni dans sa famille, ni même dans un environnement médiatique. C'est quelqu'un qui a découvert la musique rap, donc on va dire vers 11 ans, et qui vers 12 ans, donc pas très longtemps après, 12-13 ans, s'est décidé à faire ce que la majorité des gens ne font pas quand ils écoutent cette musique. La majorité se dit, je vais faire du rap, ou je vais danser, ou je vais faire, je sais pas, du graffiti. Lui, il a décidé d'en composer, ce qui est quand même la chose la plus difficile dans tout ça, qui nécessite du matériel, et donc il a avec créé, une liberté folle, en fait. C'est ça, DJ Mehdi. Mais il a créé, il a fabriqué lui-même les outils pour s'en servir, donc l'outil le plus commun étant le sampler. Et ce qui est complètement inédit à l'échelle internationale, on n'a pas en fait de compositeur de musique rap ou musique électronique qui est fabriqué lui-même ou bricolé lui-même. Un appareil qui est aussi compliqué que ça, c'est l'équivalent de fabriquer un téléphone portable pour se dire tiens, j'appellerais bien des gens. DJ Mehdi à découvrir sur l'antenne d'Arte. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Thibaut de Langeville. Merci encore. Avec grand plaisir. Un plaisir de collaborer avec Arte là-dessus. Eh bien, on est ravis aussi de vous avoir accueillis ce matin. Merci. DJ Mehdi, c'est l'un des temps forts aussi de cette rentrée d'Arte. On continue, Boris, et maintenant, on va se souvenir qu'Arte, précisément, c'est aussi une radio. Et oui, Arte, c'est une radio avec Arte Radio, qui a plus de 20 ans aujourd'hui et qui a, d'une certaine manière, été un précurseur en matière de podcast, avec une tonalité et un son tout à fait particulier et un goût de l'excellence que nous partageons, et une capacité à mettre en scène le monde entre vos deux oreilles. Avec deux nouveautés en cette rentrée. La première, Délit mineur, qui est une plongée et une chronique judiciaire qui nous emmène au tribunal pour enfants de Bobigny, et qui s'est intéressé un peu à la justice, sait que le tribunal pour enfants de Bobigny, c'est le plus âpre, le plus dur, celui où on voit la réalité dans toute sa splendeur, hélas, c'est-à-dire avec toute la difficulté de faire justice et de constater ce qui se passe. Eh bien, en son, on le raconte 2 fois par mois sur Arte Radio, et une autre offre documentaire, Presque mère, qui part de ce constat simple, l'idée qu'une grossesse sur 5 n'aboutit pas. Et en fait, ce documentaire ausculte les traces de cette expérience traumatique et, au fond, tisse à travers plusieurs témoignages les fils de cette histoire collective. C'est à la fois très intime, très fin, et ça raconte ce que fait Arte Radio depuis le début, de manière intime, des choses qu'on ne racontait pas jusque-là. Et Arte Radio aussi, surtout, parfois nous fait rire, et notamment, chouette, c'est l'heure de parler de Lapinville. De la chute de Lapinville, dont on est très fiers. C'est la fiction quotidienne d'Arte Radio qui a été lancée cette année, 5 à 7 minutes quotidiennes dont vous allez découvrir un tout petit résumé. Là, on a la fierté d'annoncer qu'elle a rencontré son public. On est entre 5 et 6 millions d'écoutes pour la chute de Lapinville, et nous avons la 2e saison qui commence le 16 septembre. Je vous laisse découvrir. La chute de Lapinville. C'est l'histoire d'un mec qui décide de faire un podcast pour se venger de ses camarades du primaire. 1, 2, 1, 2, test. Je suis un pauvre type, personne ne m'aime. C'est aussi l'histoire d'une ville moyenne où il fait moyennement vivre. Et comme on a beaucoup de temps devant nous, on va explorer la psyché de chacun des habitants de Lapinville. Je viens renouveler mon allocation adulte handicapé. Alors, vous l'apercevez au titre de quel handicap ? Pervers narcissique. C'est ça, leurs destins se croisent, s'entremêlent. Vous faites quoi dans la vie ? Du télémarketing. Et vous ? Moi aussi. Oh. Les personnages peuvent devenir un peu comme des membres de la famille, quoi. Ça fait 3 jours que t'es pas sorti, tu vas devenir tout jaune. La chute de Lapinville. C'est une fiction quotidienne.
Il y a des scènes de goûter impressionnantes. Il y a des scènes d'action. Il y a des effets spéciaux. Il y a des courses-poursuites. Il y a des animaux. Il y a du scandale. C'est une série sur le bien et le mal. Avec des comédiens sans doute pas très bons puisqu'ils sont hyper disponibles. La chute de Lapinville, c'est super en fait. À suivre sur Arte Radio. Il faut écouter plusieurs épisodes avant de dire qu'on n'aime pas. Mais nous, on aime, c'est sûr. On aime Lapinville, on aime Arte Radio. Et Lapinville, ça reprend, je crois, le 16 septembre. Personnellement, je suis très, très, très impatiente. Donc, à ce stade, Boris, on récapitule. Arte, c'est une chaîne de télévision, c'est une plateforme, c'est une maison d'édition, c'est une radio. Et ça permet aussi, bien sûr, de voir, de revoir des films de cinéma absolument incroyables. Tout à fait. Arte, on pourrait dire que c'est la chaîne du cinéma avec 5 cases hebdomadaires et une offre numérique d'une richesse inouïe. Je vais vous en parler un peu plus tard de cette offre numérique, mais juste vous dire qu'en novembre, il y a le Festival du cinéma d'Arte à l'antenne et qui va rassembler le meilleur des coproductions récentes de la chaîne. Et Arte, pour que vous le sachiez, c'est 40 films coproduits par an. En 2023, c'est 90 prix reçus. En mémoire, parce qu'on n'a pas de petite fierté, c'est 13 palmes d'or. Et c'est une très belle sélection, en fait, que vous allez découvrir cet automne. On regarde quelques images. C'est l'histoire qui m'a particulièrement touchée. Qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui? C'est quoi le plus grand spectacle du monde aujourd'hui? Tout est une histoire de passion. Donc forcément, il y a de l'émotion. Nous sommes des monstres, mais des monstres terriblement humain. Le festival de cinéma d'Arte, on a déjà envie de noter toutes les dates pour ne pas en louper un seul. Et puis la programmation cinéma d'Arte, c'est aussi des cycles, des grands cycles qui vont du cinéma classique au cinéma plus contemporain, qui vont de Jacques Demy à Emmanuel Mouret. On en découvre quelques images derrière moi. Et puis ce sont aussi des icônes du 7e art, des grands portraits, des stars du cinéma auxquels on rend hommage cette saison encore. Ça va de Jacques Demy à Vincent Lindon. On va en voir tout de suite quelques images. Vous allez voir Vincent Lindon qui se pose des questions existentielles sur les plateaux de tournage. Sur un 11e. Quand j'étais jeune, je voulais faire de la peinture, je voulais faire de la musique, je voulais faire du cinéma, je voulais faire tellement de choses que c'est dans le cinéma que j'ai trouvé finalement à pouvoir approcher la musique, à pouvoir approcher la peinture et être satisfait. Je reste toujours un peu froid devant des films qui s'adressent simplement à l'esprit. Ça ne me satisfait pas parce que je suis trop sentimental et que je veux que le cœur vibre en même temps. Je me suis rendu compte que j'ai toujours tourné le dos à la réalité. Elle ne m'intéresse pas. Je fuis cette réalité, je l'aime en même temps. Je voudrais simplement qu'elle soit un peu plus belle. Propulsée à 22 ans au rang de star internationale par le succès de Titanic, Kate Winslet montre une résolution sans faille dans ses choix d'interprétation. Sometimes the independent ones are more challenging, really. Don't you ever touch me! My body is mine! Who am I? Traquant les injonctions à se conformer aux exigences de la société, elle dessine un parcours selon ses propres règles. I'm a normal human being. We all go up and down, you know, and just because I'm an actress does not mean I'm going to look like a stick. Il faut attendre The Reader pour que l'actrice se glisse pour la première fois dans la peau d'une femme monstrueuse, dont le passé nazi n'est dévoilé que dans la deuxième partie du film.
was such a heavy, difficult role to play that emotionally cost me quite a lot, I think probably more than any other role I've done before, and it took me a long time to kind of just unravel myself. En une quarantaine de films et mini-séries, elle donne vie à une galerie de portraits de femmes à la psyché complexe et au corps réaliste. Princesse Mononoke, un des derniers films d'animation sur cellulo. Dessiné, peint et filmé image par image, entièrement à la main. Miyazaki, perfectionniste et obsessionnel, reprend lui-même plus de 80 000 des 144 000 dessins. 無理して自分の持っている能力が普段よりも 120% 発揮できるような瞬間を持たないと、やはり大した仕事できないんです。 Un travail titanesque qui lui permet de donner vie à sa vision d'un écosystème où s'entremêlent végétal, animal, bêtes géantes et esprits. Miyazaki propose une vision très personnelle du monde, qui interroge notre propre relation au vivant. Je peux plus me présenter dans la caméra, je peux plus. Elle voit trop de choses que j'essaie de cacher. Et puis rester des heures à attendre, ou des minutes à attendre, qui deviennent des heures quand on les additionne à la fin de la journée, pour refaire 30 fois la même chose. Action! Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je m'en suis pas rendu compte il y a 40 ans? Action! J'ai qu'une vie, j'ai qu'une vie, j'ai qu'une vie. Action! Donc je pense à tout ça quand je tourne. De plus en plus. De moins en moins à la prise que je vais faire. Et de plus en plus à mon attente. À mon utilité dans la vie, sur un plateau. À quoi je sers? Mais à quoi tu sers, Vincent? Place de départ. À quoi tu sers? Boris, on va maintenant parler des arts et spectacles sur Arte. On va parler de Trax et on va parler d'un ami qui vous a quitté. Je sais que pour beaucoup d'entre vous dans la salle, ce fut un moment triste de l'été. Ouais, merci Émilie. Oui. Effectivement, on va parler des arts et spectacles. Arte, c'est la chaîne de la culture et la chaîne des cultures européennes, avec un appétit pour tout et un éclectisme, un goût féroce qui va de la musique classique à tout ce qu'il y a de plus vivant, novateur, défrisant, décoiffant en termes de culture. Et je crois qu'un des exemples de ça, évidemment, c'est Trax, l'émission que nous avons lancée il y a 25 ans et relancée l'année dernière à destination de la plateforme et des réseaux sociaux avec Fabrice Coat, qui est producteur de programme 30 Trax, qui a accompagné la chaîne et qui a accompagné Trax depuis ses débuts. Nous lui devons beaucoup, énormément de cette émission emblématique. C'était à la fois un producteur visionnaire, provoquant, avec un goût pour la nouveauté dont Trax a été l'image et est toujours l'image aujourd'hui. Et sa nouvelle formule qu'on a lancée l'année dernière, elle est couronnée de succès. Il y a plus de 25 millions de vues cumulées. Il est mort cet été dans des circonstances accidentelles, tragiques, et on voulait lui rendre hommage parce que c'est pour nous une grande tristesse. Et Fabrice était aussi un grand producteur de documentaires. Vous avez... Et son souffle et son énergie vont beaucoup nous manquer. Et on regarde des images. Et on regarde des images. Encore et toujours. Yo Trax. There is no knife in the kitchen. On va chasser du dragon, ma gueule. J'aime bien provoquer visuellement. Garu is a style of a lot. Makeup isn't a camouflage or for hiding you. It's about actually allowing you to become more of who you are. Voilà, jamais peur d'en faire trop. Hein. On peut complètement changer notre ressenti de la réalité. Et là, du coup, t'as mis aucune image de personne réelle. This will give you poetry.
Et on continue de parler des arts et spectacles sur Arte, Trax pour toujours, mais aussi des concerts. Cette année, par exemple, on ira de Rachmaninov à l'Impératrice. On regarde tout de suite. Le Moyen-Âge est complètement fêlé. Les peurs, les angoisses et les bouleversements se cristallisent dans un personnage, le fou. Les artistes sont hantés par l'imaginaire de la déraison et leurs images traduisent des visions hallucinées. Bruegel voit de la folie partout. Sur la façade de l'auberge du Croissant de Lune, un globe est bel et bien renversé, indiquant un monde sans dessus-dessous. Au-dessus, un homme a baissé son pantalon pour littéralement chier sur le monde. Le déféqueur porte un chapeau bariolé, une coiffe qui suggère la folie. À l'avant-droit de l'œuvre, un misérable doit ramper et se tordre pour se frayer un passage dans le monde. Tandis qu'à côté de lui, un nanti fait tourner le globe sur son pouce. Le monde s'offre différemment à ceux qui sont bien nés et qui possèdent des richesses. Ah bah oui, on a fait le petit jingle. Est-ce qu'on fait monter la piste là? Le club c'est comment ce soir, c'est chaud. On fait pas ça. Paris, 1827. En ce début du 19e siècle, théâtre, musique et peinture enflamment les esprits. Une jeune génération d'artistes est bien décidée à révolutionner l'art. Dumas, Delacroix, Victor Hugo, George Sand, Balzac, c'est le combat de la jeunesse pour la liberté de l'art. Lélia, la comédie humaine, les trois mousquetaires. Le romantisme déferle sur la France. Mais le succès n'empêche pas les tragédies. Il faut n'avoir jamais fait certains rêves. Nous froissons dans nos mains, hélas, inoccupés, délire à défaut d'épée. Nous chantons comme on combattrait. Tandis que dans la rue, le peuple gronde et réclame la République, ils n'auront de cesse de se battre tant que la liberté ne sera pas au pouvoir. L'homme de théâtre ne craint pas la mort. Il exhorte la foule au son de la Marseillaise. Aux armes! Tremble, ancien monde. La modernité est en marche. Et rien ne peut plus l'arrêter. Voilà, vous l'aurez compris, c'est l'un des chefs-d'œuvre de cette rentrée d'Arte, l'armée des romantiques. Et c'est à vous qu'on le doit, Amélie Haro. On est très, très content que vous soyez avec nous ce matin. Je crois que vous sortez de 7 ans de travail, pendant lesquels vous avez encore plus, pendant lesquels vous avez créé l'équivalent de 2 longs métrages. C'est 100% de l'animation pour raconter à la fois la scène littéraire, pictorale, musicale de Paris au 19e siècle. Ça va de Victor Hugo à Balzac, à Dumas, à Delacroix, à Berlioz. En fait, on se dit que se saisir d'un sujet pareil, ça doit être complètement vertigineux. Alors justement, comment on s'en saisit? Comment on l'organise, on le structure? C'est vertigineux. On commence, en gros, moi ce qui m'a intéressé, ce qui nous a passionné par rapport à cette période, c'est de se rendre compte que finalement on a pas mal de trous noirs dans notre histoire. On a l'impression de les connaître, mais finalement il faut tout redresser. Donc il y a eu une première réflexion, beaucoup de lectures pour redresser l'histoire, pour essayer de sortir les personnages. J'ai tellement à dire et c'est très dur en si peu de temps, mais il faut réussir à comprendre chacun de ces personnages, relire, les réincarner, essayer aussi quelque part de les ramener au plus proche en termes d'humanité et de réincarnation. Là où quand on a commencé la série,
je me suis dit, il faut sortir absolument de l'image des personnages figés, rigides. C'est tout sauf figé, là. Merci. Pourquoi vous dites que c'est une armée? Pourquoi vous en avez fait une armée? Alors, on s'est beaucoup posé de questions pour trouver le titre juste de la série. Pendant très longtemps, on l'a appelé le romantisme. Mais ça ne peut pas fonctionner parce que avant le romantisme français, on a les Allemands, les Italiens, les Anglais, et on n'est pas du tout sur ce terrain. Et en fait, le romantisme français est beaucoup plus engagé, révolté que les précédents mouvements. Et en fait, il s'agit d'un hommage à l'histoire du romantisme de Théophile Gautier, qui est une véritable impulsion pour écrire cette série. Et dedans, en fait, il raconte sa jeunesse et leur bataille aux côtés de Victor Hugo et pour une histoire d'engagement. Voilà, une histoire d'engagement. Et il s'appelait effectivement l'Armée des Romantiques. L'Armée des Romantiques. Merci beaucoup, Amélie Haro, d'être venue nous en parler. C'est l'un des temps forts de cette rentrée d'Arte. Merci encore. Merci beaucoup. Et avec vous, on s'achemine tranquillement vers la fin de notre conférence de presse de rentrée. Merci beaucoup, Bruno. On va maintenant conclure avec Bruno Patino, qui nous avait promis de revenir. He's back. Tu viens là. Merci, Boris. Ça arrive à tout le monde, Boris, Bruno. On a l'habitude. Et on a l'habitude depuis de nombreuses années. Je t'ai appelé Boris? Non, tu l'as appelé Bruno. Ok, pardon. C'est la fin, là. Je lâche tout. Je perds tous mes moyens. Ce sont des choses qui nous arrivent depuis longtemps. Oui. Juste en un mot, merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez le même sentiment que nous qui avons la chance de travailler à Arte. Avant même qu'on découvre des images que nos équipes ont produites, c'est l'envie de tout regarder. Que vous dites, ouais, j'aimerais regarder ça, écouter, tout lire. En tout cas, on vous a montré, je pense, la richesse des fenêtres qui sont les nôtres, qui présentent de nombreuses langues, de nombreux regards, de nombreux talents. On est un service public, donc au service du public, de l'appétence du public pour quelque chose de différent et d'exigeant, mais aussi de riche et de généreux. Voilà, moi je crois en un mot, pour vous remercier encore d'être là, qu'on est une chaîne à nul autre pareil. Arte, c'est à nul autre pareil. On y tient, on espère que vous y tenez. Merci à tous. Et maintenant, je crois que c'est le clip de fin. Je crois, en effet. Avant qu'on aille se restaurer. Merci, Bruno. Merci Boris. En effet, quelques images de fin avant de vous donner rendez-vous à la sortie. Merci.